Deux membres qui ont eu la gentillesse de me dire c'était pas au niveau là. Soit dans l'entrepreneuriat on gagne, soit on apprend. Je viens pas d'une famille entrepreneuriale, je suis l'archétype du gars qui a été formé pour être salarié. Mastermind, c'est un endroit où tu apprends, tu es coaché. Mastermind a tout changé. On a une vraie entreprise. J'ai professionnalisé énormément ma société en 3 ans. Pourquoi je fais ça ? Déjà, ça me donne un max d'énergie, quoi. Je rentre dans un univers où je sais que je vais apprendre. Et c'est un truc de dingue, c'est que j'apprends toujours. L'équipe Square, merci. En 3 ans, vous m'avez fait grandir comme jamais. Quand on est dans nos métiers, on est relativement seul. Et la meilleure façon pour changer, c'est de se mettre dans un environnement qui est porteur par rapport à nos objectifs que l'on a. La concurrence, elle va redoubler. Il y a toujours la nouvelle opportunité. Respecter ce framework-là, c'est la meilleure façon pour être un entrepreneur à la fois qu'une entreprise hyper cash flow positif. Comment ça se passe aujourd'hui si demain je suis entrepreneur et je me dis ok, je veux avoir une nouvelle famille d'entrepreneurs. Romain, à la fin de l'épisode qu'on va tourner ensemble aujourd'hui, avec quoi tu aimerais que les personnes repartent ? Waouh ! Et on n'a pas démarré. Et on n'a pas démarré. Et on démarre. Et on démarre maintenant. Avec, je l'espère, ego mis de côté de l'inspiration, parce qu'on va parler entrepreneuriat, on va parler parcours, l'inspiration, de l'énergie. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est que dès que je suis dans une interaction, que ce soit avec toi, ou en ligne, ou caméra, c'est de laisser la personne en face, ou l'audience en face avec plus d'énergie à la fin qu'au démarrage. Donc si on va sur inspiration énergie, je serai content. On sera bon. Dans les grandes lignes, qui c'est Romain aujourd'hui ? Pour les personnes qui arrivent, qui c'est Romain ? Ok, Romain, c'est un papa de 2 enfants, c'est un mari, c'est un entrepreneur. Mais essentiellement, je dirais ces 3 choses-là. Ouais. Il vient d'où Romain et je vais démarrer avec ma vraie bonne première question maintenant, mais c'est Romain, aujourd'hui, c'est quoi son histoire ? D'où est-ce qu'il vient et c'est quoi son parcours si on doit revenir déjà des années en arrière ? Ok, donc Romain. Romain, c'est... Je vais faire toute l'interview comme ça. Il a 40 ans, donc on va faire un parcours de 40 ans. Il vient d'un petit village de campagne dans l'ouest de la France, dans un département qui s'appelle la Mayenne. Et quand je parle de la Mayenne, on me dit c'est où ? Ouais. Et là, je vais te dire, soit c'est entre Rennes et Le Mans, soit c'est juste avant d'arriver en Bretagne. Et là, à peu près, en France, on comprend, même si on ne sait pas trop où c'est. Par là-bas. Petit village. Et tu m'as demandé d'où je venais, donc je pense que j'ai répondu à la question. Ouais. Ton parcours, c'est quoi ? C'est-à-dire... Parcours scolaire plutôt bon, même très bon. Parcours scientifique, université, école d'ingénieur. Et à la fin des études, je n'ai pas fait le métier pour lequel j'étais prédestiné, parce que je suis ingénieur en nanotechnologie. Les nanotech, c'est la science ou les technologies qui te permettent de créer ces transistors, ces puces que tu as dans ton ordinateur, dans ton téléphone. Sujet qui me passionnait intellectuellement. Ça, c'est un des traits chez moi, c'est l'apprentissage. Et sur ces 40 ans-là, je peux te dire que j'ai toujours appris. J'apprends toujours, d'ailleurs. Je suis en formation aujourd'hui. Enfin, il y a le podcast avec toi et puis une formation. Et j'apprendrai encore demain. Donc ça, c'est peut-être un premier enseignement. Sauf qu'au bout d'un moment, l'effervescence intellectuelle d'apprendre comment les petits électrons se baladent dans les transistors pour faire fonctionner un téléphone, c'était chouette, mais je visais à plus d'aspiration. Mais j'étais prédestiné à ça, à être ingénieur dans ce domaine-là. Et ensuite, juste pour qu'on prenne déjà l'histoire dans les grandes lignes. Ouais, donc fin d'école d'ingénieur, premier job, et c'est là où tu te dis déjà, c'est pas, le parcours change, ça dévie. Mon premier job a été de travailler à Berlin, en ambassade, donc à l'ambassade de France de Berlin, pour animer notamment, j'étais mandaté par le ministère de la Recherche pour faire de la veille technologique sur les nanotechnologies en Allemagne. En fait, j'ai eu le poste, je pense, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui parlaient allemand et qui étaient spécialisés dans les nanotech. Enfin, je ne sais pas, je me dis ça pour rire, mais bon. Mais dans lequel j'ai passé 2 ans, c'était génial. Et surtout, il y a un pattern qui a commencé à s'initier, qui est encore aujourd'hui très présent dans ce que l'on fait avec Square, l'entreprise que j'ai fondée en 2016, qui est de réunir des gens autour d'un thème commun. Donc là, c'était de réunir des scientifiques autour du thème des nanotechnologies, que ce soit en France et en Allemagne. Donc ça a été mon premier job. Et à ce moment-là, parce qu'on va parler business en ligne, j'imagine, c'était en 2008, 2009, et à ce moment-là, je bloguais en parallèle. Je bloguais sur un thème, tu le sais ça, qui est le Human Beatbox, l'art de faire de la musique avec sa bouche. Et donc, il y avait déjà cette fibre entrepreneuriale, ou tout au moins de projet sur le web, qui commençait à émerger
en parallèle de mon premier job à l'ambassade. On y reviendra après, on développera vraiment pas mal sur ces expériences-là. Si tu es OK, je resterai bien un petit moment sur cette période-là. Okay. On va dire, même avant, en fait, légèrement le Romain qui grandit, la période du jeune Romain, l'école, la famille, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, je suis très curieux, tu le sais, je te l'avais dit, et j'ai vraiment envie de passer du temps à découvrir ça, et je pense que ça intéressera vraiment beaucoup de personnes de connaître l'histoire. C'est quoi ton environnement familial? C'est quoi tes activités? C'est quoi tes passions à ce moment-là? Ok. Enfant Romain, bon élève, très bon élève, à se tirer la bourre pour avoir la première ou la deuxième place, tu vois, avec des copines de l'époque. Et en parallèle de ça, une activité sportive de football avec le papa qui était coach, un petit frère aussi qui était dans l'équipe. À un niveau très cool à l'époque, parce que c'était un niveau régional. Alors je sais que je parle à un finaliste de la Coupe de France en face de moi. Demi-finaliste de la Coupe de France. Excuse-moi. Mais quand même, donc avec 2 entraînements par semaine, le match, en fonction si tu étais petit ou plus grand, le samedi, dimanche. Et à côté de ça, de la musique, beaucoup de musique, où je faisais du saxophone. En fait, je fais toujours du saxophone, mais j'avais la même approche, on va dire, scolaire, bon élève que musicale, dans un cursus de musique, on va dire, plus classique de saxophone. Et donc, un Romain qui était déjà dans cette phase d'apprentissage, mais vraiment large. Voilà, il y a le sport, il y avait la musique, il y avait l'école, etc. Qui, je pense, est venu d'une frustration maternelle, d'avoir une maman plus jeune qui n'avait pas eu l'occasion, de par son environnement familial, de faire tout ce qu'elle souhaitait faire quand elle était jeune, qui du coup a poussé ses enfants, c'est-à-dire mon frère et moi, à être multi-activités, mais genre dans un extrême peut-être même de tous les soirs après l'école, il y avait un truc. Donc voilà, donc je pense que j'ai grandi là-dessus, je pense que ça m'a forgé justement sur le côté s'intéresser à plein de sujets différents, qui aujourd'hui est encore très très présent. À quel moment tu te dis ok, je veux être ingénieur, ça me passionne? Je crois que j'ai juste suivi le côté un peu bon élève, de se dire bon ok, les bons élèves ils font scientifique après. Alors c'est là où c'est assez marrant parce qu'en terminale j'ai eu le choix de soit me dire je suis un cursus musical pour faire le conservatoire et devenir prof de saxo, soit je choisis la voie, on va dire la voie plus prépa, etc. Mais en fait, je me considère pas comme... Je sais pas, la prépa, c'est un truc qui me faisait un peu peur. C'est le côté un peu, genre, on travaille dur, etc. Donc j'ai dit, je vais faire l'université. Et à l'université, j'ai dû finir le 3e de la promo de 200, quelque chose comme ça. Et j'ai fait 2 ans d'université, et ce qui m'a permis de rentrer en école d'ingénieur au bout de 3 ans. Et donc en fait je crois que c'est plus un côté de t'es bon élève, tu continues jusqu'à une fin qui est à l'époque, je sais que ça a changé maintenant, je dis à l'époque, bac plus 5, et où là en fait j'avais pas d'intérêt à faire d'autres études plus que ça, et c'est là où j'ai commencé ma vie professionnelle. Tu as parlé de ta maman, et tu disais qu'elle te poussait à faire des choses, etc. À quel point dans ton histoire et de ce que tu es devenu aujourd'hui, à quel point tu penses que ton environnement, tes parents, notamment ta mère, à quel point ça t'a aidé dans ce que tu es devenu aujourd'hui? Il y a ça, très clairement, et ça pouvait être à double tranchant, parce que je pense que mon petit frère, lui, il avait la même imposition, et que lui, en fait, il préférait vraiment se focaliser sur le foot plutôt que la musique, par exemple. Donc, c'était pas forcément un modèle qui allait marcher pour chaque enfant. Je pense qu'il faut aussi avoir la pédance pour ça. Le côté aussi, quand tu fais, j'aime bien ça, quand tu dis tu fais, quand tu fais à fond. C'est très maternel, même dans l'apprentissage. Et en fait, ça me suit toujours. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, déjà, ma parole, quand je dis un truc, t'es sûr que je vais pas me débiner au dernier moment. Et quand je fais les choses, je fais pas les choses à moitié, et je fais les choses jusqu'au bout pour pas avoir à les refaire, ou etc. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça prend plus de temps. Mais il y a aussi un truc où tu me dis qu'est-ce qui a servi. Il y a aussi un truc qui, je pense, m'a desservi et que j'ai appris à déconstruire. C'est le côté faire les choses parfaitement. Et faire les choses parfaitement, ça veut dire, dans ton prisme à toi, ça c'est parfait. Ça demande beaucoup de temps. Tu sais bien que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les cartes en main avant de se lancer, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à déconstruire. C'est de commencer à lancer des projets, lancer des initiatives, en n'ayant pas toutes les réponses au démarrage. Donc tu vois, c'est à double tranchant. Il y a des choses qui sont très positives, et puis il y a des choses que j'ai dû apprendre à déconstruire, et que je déconstruis encore aujourd'hui. À quel point tu as commencé à sentir... donc tu expliquais que tu disais que tu avais fait donc, tes études sup, que derrière tu as eu ce premier job, etc. À quel moment tu as commencé à sentir cet appel pour entreprendre? Je crois assez vite,
parce que j'ai toujours eu des projets, en fait. Des projets, par exemple, alors mon premier job, c'est pas ça. Mon premier job, genre à 15 ans, j'ai travaillé dans une station-service, tu vois, à côté de la maison, pour faire des sous. À l'université, je terminais en avril, je recommençais en octobre, j'avais 4 ou 5 mois. J'allais bosser en usine, j'étais bossé en manutention, j'ai passé mon BAFA, donc je me suis occupé aussi de gamins tout l'été. Donc en fait, j'ai, je pense, ce sentiment que beaucoup de travail, c'est-à-dire d'associer aussi réussite à travail ou argent à travail, ce qui est aussi quelque chose à déconstruire d'une certaine manière derrière, hein. Et en fait, j'ai envie de te dire, je pense que c'est quand j'étais dans l'école d'ingénieur, donc à l'INSA, à Rennes, où on est à la possibilité... et en fait, j'ai envie de te dire, je pense que c'est quand j'étais dans l'école d'ingénieur, donc à l'INSA, à Rennes, où on est à la possibilité... il y avait une association qui était d'élèves qui était très active, et notamment qui, depuis 35 ans, organisait le plus vieux festival étudiant de France. Un festival qui s'appelle le Rock'n'Solex, qui accueille, alors, je ne sais pas combien de milliers de festivaliers sous chapiteau, mais à notre époque, ça va être 5000, donc c'est un truc assez conséquent, organisé par des étudiants qui changent chaque année. Et donc, en fait, j'étais vachement plus investi dans ce côté associatif, ce côté aventure humaine, que les cours, au final. Et quand je regarde avec le recul, en me disant qu'est-ce que l'école d'ingénieur m'a appris, moi, c'est apprendre à apprendre. Je pense que ça, c'est clé. Je me suis fait un réseau aussi de copains qui, aujourd'hui, on travaille dans l'entreprise ensemble. Et aussi, justement, à être responsable d'un projet, responsable d'un budget, responsable de... c'était 300 000 € de budget à l'époque, ce qui est énorme. Pour des étudiants. Ouais, pour les étudiants. Et donc, ça m'a appris aussi le côté entrepreneurial à travers l'association, quoi. Et du coup, derrière, après ça, est-ce que tu entreprends de suite? Non, est-ce que tu as des projets à côté annexes? Non, j'ai pas de projet. Je pense que je suis l'archétype du gars qui a été formé pour être salarié, à la sécurité, tout ça. Et je pense que c'était la meilleure chose que mes parents pouvaient me souhaiter pour ma vie. Ils m'ont jamais découragé dans l'entrepreneuriat. Ils m'ont pas poussé non plus, parce que sécurité, etc. Ils l'ont accepté au fur et à mesure. Mais je crois que dès le démarrage, en fait, c'est né. Il y a eu deux choses. C'est que j'ai bien compris que mon diplôme, c'est pas ça ce que je voulais faire. Donc déjà, première expérience, qui est de l'accompagnement de la recherche, travailler en ambassade, réunir des chercheurs, organiser des missions, ça me plaisait beaucoup plus, j'étais plus attiré par ça. Et monter un blog, donc c'était en 2008, et à l'époque, c'était vivre de son blog, c'était toutes ces choses-là. Hein. C'est hyper historique par rapport à ce qui se passe maintenant. Ouais. Mais pour lancer une formation en ligne, ce genre de choses, justement, c'était que des mecs ingénieurs qui savaient coder pour faire un truc sur c'était WordPress commençait tout juste, quoi. Donc maintenant il y a des solutions clés en main, même en termes que ce soit d'acquisition, d'ads. Donc c'était vraiment le Far West. Et pour moi c'était un terrain de jeu, d'apprentissage. Pareil, apprendre à coder, parce que j'avais pas une formation de code. Apprendre aussi à me mettre face à la caméra, mais j'étais stressé comme pas possible. Ma première vidéo sur YouTube, elle date de 2009. Et c'est une vidéo. Je vois laquelle. Tu vois laquelle? C'est celle sur on siffle sur les doigts. Non, c'est siffler sur les doigts. Je fais ça, mais c'est siffler sur les doigts. Tu nous montreras après. Je me demande s'il n'y a pas quasiment 1 million de vues dessus. Mais pour moi, c'était genre de nature introvertie. C'était en fait écrire des articles. Donc c'était sur le thème du beatbox à l'époque. Être lu, être commenté, critiqué, mais aussi encensé, parce que le site était le site le plus haut sur Google à l'époque. Alors ça ne veut pas dire que j'étais le meilleur beatbox, loin de là. Ouais. D'ailleurs, je pense que j'avais mais c'est grâce à ça que je me suis fait un réseau de malades à l'époque dans ce milieu-là. Et donc ça a été les premiers projets entrepreneuriaux. Alors l'entrepreneuriat, c'est quoi? Est-ce qu'on peut se dire entrepreneur quand on gagne nos premiers euros, ou est-ce que c'est quand on lance un projet, même s'il ne fonctionne pas? Le projet a duré de 2008 à 2011. 0 € de généré avec ce projet-là. Par contre, beaucoup d'apprentissage sur comment on fait un site web, comment on l'anime, comment on crée une communauté, et le mot communauté est très important dans ce qu'on fait aujourd'hui chez Squared, comment s'exposer, et comment finalement, avec le recul, on déconstruit plein de croyances juste en actionnant, si tu veux, ce genre de projet. Donc je pense que c'est là où j'ai eu j'ai caressé l'idée, si tu veux, de me dire, en fait, je peux gagner de l'argent. C'était pas d'être entrepreneur, c'est plus gagner de l'argent en parallèle. Mais il y a eu beaucoup d'étapes après, derrière. Ça, tu travaillais en même temps, on est d'accord? Ouais, je travaillais en même temps, ouais. C'est marrant, hein, quand tu le partages comme ça, juste pour qu'on se remette en contexte, mais à l'époque,
il n'y a pas les réseaux sociaux. Pas comme Facebook commence. Pas comme ça, voilà. Ouais, Facebook, ouais. c'est le début. Ouais. À l'époque, tu demandes les gens en ami. Ah, je suis devenu ton ami et on a un mur. On a un wall, ouais. Point. Ouais. Il se passe rien d'autre. Après, on voit des trucs sur Internet, sur Google notamment. Lance un blog et monétise-le un petit peu. Ouais. Si je dis pas de bêtises, à l'époque, c'est les Olivier Roland Mais complètement. qui lance un petit peu ça. Nathalie Cariou. Ouais, Nathalie, c'est encore après. Juste après, ouais, Ouais. il y a qui encore au début Au départ, dans le marketing en ligne, on les appelle les 4 mousquetaires. Ouais. Ces 4 gars, c'est Sébastien Knight. le marketeur français, c'est Aurélien Macker, Ouais. David J, qui fait la vidéo, et Olivier Roland, qui d'ailleurs a été la première personne chez qui je me suis formé pour justement professionnaliser cette activité de blogging. Et à l'époque, c'est le blogging, le modèle. Ah, c'est le blogging. En fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que pour générer du trafic, c'est le blogging le modèle, mais je vais te parler un petit peu du reste. Mais l'acquisition, Google AdWords existait déjà, mais ce n'était pas dans la culture. Tout ce qui est méta, ça n'existait pas. Les régies publicitaires type Taboola, je ne sais pas. Moi, j'ai appris que ça existait en 2015, donc peut-être que ça existait avant, mais ce n'était pas trop dans la culture non plus. Par contre, la caractéristique, c'était, et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais tu publies, tu fais du SEO, il y avait moins de concurrence, tu génères, et ça c'était la grosse nouveauté, une liste email, et à partir de cette liste email, tu lances un produit d'information, etc. En tout cas, c'était l'approche qu'on avait. Et donc ça marchait. Donc il y a eu, à l'époque, très ami, je suis toujours très ami avec lui, Laurent Breillat, qui est fondateur d'Apprendre la photo, qui, lui, avait un volume énorme, et dans son premier lancement, c'était énorme, en 2010 ou 2011. Mais c'est une exception, on va dire, parce qu'il y avait sinon les partenariats. Et donc, par exemple, les 4 mousquetaires, et donc c'était ce qu'on appelle les lancements orchestrés. Sur l'année, il y avait un calendrier où chacun fait la promotion de chacun, enrichissent les bases email, donc ça allait beaucoup plus vite que le SEO, le revers de la médaille, c'est que tu devais faire la promotion d'autres collègues, etc. Mais c'est là où on a commencé à avoir les premiers lancements. Je ne sais pas si c'est au million d'euros à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore ces volumes-là, mais sur minimum 500 000 euros le lancement, quoi. C'est marrant, ça c'est un concept qui a été amené, c'est Jeff Walker, Jeff Walker, ouais. au début qui fait ce lancement orchestré-là. Ouais, tout à fait. Et ce qui est intéressant, on en avait déjà parlé ultérieurement de ça, mais c'était vraiment un modèle qui était complètement différent, mais à la fois pas si loin de ce qu'on devrait revoir réapparaître aujourd'hui dans les stratégies. C'est du partage d'infos, du renvoi vers les uns et les autres pour grossir ensemble. Ouais. On l'a perdu ça quand même un petit peu. On l'a perdu quand il y a eu notamment Facebook qui est arrivé, où tout le monde était fier de dire mon meilleur partenaire c'est Facebook, parce qu'effectivement tu avais des leads à quelques centimes. Puis comme toute régie publicitaire et comme tout développement, en fait il y a plus d'annonceurs, les prix augmentent, tu récupères ta mise de départ en publicité assez rapidement, en fait tu peux plus faire, et c'est que les gros acteurs qui peuvent s'en sortir. Et là, mis à part s'il y a une nouvelle régie qui arrive et on peut aller dessus, recréer une audience dessus et réavoir des coûts par lead intéressants, en fait effectivement le partenariat est une vraie solution. Mais je trouve que ça ne s'est pas reprofessionnalisé. Parce que c'était vraiment, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les affiliate managers. Leur métier était pour le compte d'un entrepreneur, d'aller chercher tout un tas d'affiliés qui avaient des blogs, qui avaient des listes dans la même thématique. Toi, je pense que Nathalie Cariou, dont tu parlais tout à l'heure, a dû se lancer comme ça, justement, en travaillant avec un affiliate manager qui faisait la promotion de sa formation via un lancement orchestré. Et c'est comme ça que tu explosais tous les chiffres dans un lancement une fois par an. Donc ça, c'est un modèle d'affaires qui est risqué aussi, de tout jouer sur un seul lancement. Il y en a qui se sont brûlés, qui pensaient année 1 ça marche, année 2 ça marche, année 3, j'ai plus les copains qui mêlent le business. Donc je pense que c'est une excellente stratégie, mais il ne faut pas que ce soit la seule stratégie. En parlant, je me dis, il y a peut-être des gens ici qui arrivent sur l'épisode et qui ne savent pas vraiment ce que tu fais. Oui. Ce qu'on fait même, je vais m'inclure dans le truc, parce que c'est aujourd'hui un métier qui est nouveau. Tu l'expliques, tu dis, là on parle de 2008. 2008, si on prend juste à une échelle d'une vie, ou même l'échelle du monde, c'est que dalle. C'est un truc qui est nouveau, qui n'existe pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est concrètement que ces métiers ? Qu'est-ce qu'on vend ? Comment on gagne de l'argent ? Qu'est-ce que tu fais concrètement à ce moment-là ? Si je peux mettre un mot derrière une industrie, ça serait l'infoprenariat. Mais ce mot n'est pas forcément connu du grand public. Mais si on regarde l'infoprenariat, il y a le mot info, information, naria, prenariat, l'entreprise autour de l'information. Et Internet a permis notamment à des personnes qui ont un savoir-faire, une expertise,
qui peut être aussi mainstream qu'exotique. On peut avoir de l'expertise dans la perte de poids, comme l'immobilier, comme l'investissement, comme apprendre à... Nous, on a dans les membres de nos mastermind apprendre le japonais, le violon, donc ça peut être très exotique. Internet a permis justement de démocratiser l'accès à ce savoir à travers des gens qui étaient experts ou passionnés même d'un sujet et qui ont dû apprendre, entre guillemets, à devenir entrepreneur, chef d'entreprise, c'est-à-dire de comment ce savoir-faire, je le package pour qu'il puisse être livré à travers différents formats. Ça peut être la formation en ligne, ça peut être le coaching, ça peut être, on peut en parler, le mastermind, ou ça peut même être un livre. Et donc, Internet permet juste d'acquérir des nouveaux clients qui sont derrière leur navigateur, derrière leur téléphone, et de créer des communautés, créer des audiences, et de pouvoir leur proposer l'accès à cette formation. Je vais rester vraiment sur la formation parce que c'est le classique, sur la formation et faire payer cette formation. Et donc ces business-là se sont développés vraiment grâce à Internet. Et des plateformes, je pense aussi, de réseaux sociaux qui ont permis de capitaliser et de faire grandir des communautés énormes pour certains. On parlait justement du démarrage, du début de tout ça avec donc les 4 mousquetaires. Je ne savais pas du tout qu'on appelait comme ça. Moi, je me rappelle d'autres noms, mais peut-être encore un petit peu après. Un petit peu après, ouais. Moi, je pense encore, il y a Laurent Chenot. Ouais, ça arrive après. Il y a eu Sébastien Cerise, les premiers dropshipping, e-commerce, etc. Alors ça, c'est marrant que tu parles de ça. C'est que d'année en année, en fait, il y a toujours la nouvelle opportunité. Ouais. La nouvelle opportunité de changer de vie, la nouvelle opportunité pour sa liberté financière. Et donc, en fait, il y a eu une sophistication du marché, ça on le voit à chaque fois, c'est de se dire, prenons par exemple l'industrie du make money, donc on va dire liberté financière. Au départ, il y a pour être libre financièrement, il faut avoir un business. Donc, en gros, la formation, c'était comment monter un business. Ah non, pour être libre financièrement, il faut faire de l'immobilier. Ouais. Ah non, il faut faire de la bourse. La crypto. La crypto, mais en 2010 ça n'existait pas. Et donc il y a des patterns comme ça. Et d'ailleurs, tu as des entrepreneurs qui surfent de pattern en pattern, c'est assez intéressant. Donc il y a une sophistication du marché aussi dans le sens où perdre du poids, c'était genre comment perdre du poids, ça c'était la formation. Mais comment perdre du poids avec tel régime, comment perdre du poids avec tel régime sans faire ça. Et donc c'est assez marrant, c'est un peu une course à la promesse finalement. Mais c'est aussi comme ça qu'il y a une réinvention. Donc il y a une réinvention sur la sophistication du marché, puis aussi une réinvention sur les modalités avec lesquelles on va pouvoir faire notre marketing. C'est-à-dire que là, on parlait de SEO et de blog au départ, ça marche toujours. Et puis voilà, il y a Instagram qui est arrivé. Donc, tu as des gens qui sont arrivés, qui ont appris les codes de la plateforme, qui ont explosé toutes les audiences. YouTube, pareil, etc. Donc, Qu'est-ce qui fait changer ça ? Donc, tu as dit sophistication du marché, peut-être déjà plus d'acteurs, etc. Ouais. Tu as dit les plateformes qui changent, etc. Donc, on va dire que c'est l'environnement global qui change. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui influencent justement ces changements-là ? Après, il y a des comportements aussi. Tu vois, le Covid, c'était assez marrant. Enfin, non, c'est pas marrant du tout. Ouais. Mais en tout cas, dans cette industrie-là, il y a eu un effet de... Enfin, tous les acteurs et les entrepreneurs dans cette industrie, je connais quasiment personne pour qui ça a fait un flop. Ou peut-être ceux, par exemple, qui étaient dans le voyage ou qui étaient même pas dans la photographie. Ou qui avaient des clients finaux qui étaient impactés par le Covid. Par exemple, si tu fais de l'infoprenariat pour des salles de sport, ta salle de sport, si tu pivotes pas très vite. Exactement. Mais je peux te dire que justement, ceux qui étaient dans le fitness, ils ont tout cartonné, à la maison notamment, et ceux qui étaient prêts, et on les connaît, ils avaient tout prêt, ça cartonnait parce que tout le monde était à la maison. Donc, si tu veux, le Covid a fait qu'il y a eu un marché là, qui s'est concentré. Donc, ceux qui étaient en place, génial. Ils ont tout cartonné. Alors, il y a eu des avantages et des inconvénients. Pour revenir sur les inconvénients. Tu as tous ceux qui étaient dans leur job salarié, qui étaient coincés chez eux, qui ont vu ces opportunités de pouvoir faire du business en ligne, de mettre plus de sens peut-être dans leur métier, qui sont arrivés en tant qu'acteurs actifs du marché. Donc, pour les anciens, c'était de la nouvelle concurrence, entre guillemets. Donc, et ce qui a fait exploser les coûts d'acquisition. Il y a eu avant et après. Mais après aussi, là, on est plus dans la phase d'après. Il y a la phase de ceux qui se sont dit « Waouh, j'ai fait une année incroyable en 2020. Je structure à fond. C'est royal. » Sauf que le comportement des gens est revenu à la normale. Donc, tu vois, il y a des investissements qui ont été faits et qui ont mis en difficulté certaines boîtes. Certaines boîtes ont même fermé. Il y a ceux aussi qui sont arrivés sur le marché, qui ont eu la bonne posture et qui sont toujours là,
mais tous ceux qui se sont dit ok, c'est une nouvelle opportunité, puis ils se rendent bien compte c'est un vrai métier. Hein. C'est pas parce qu'on est derrière son écran que c'est facile, bien au contraire, et tu pourras le confirmer. Donc il y a des espèces de tendances, et là j'ai le sentiment qu'on est plus dans quelque chose de consolidation du marché, même si comme tu l'as dit, pour moi ça a commencé peut-être entre 2005 et 2008, parce qu'avant 2008 c'était genre tu mettais un e-book en ligne et puis une page Google AdWords, et puis il y en a qui se sont gavés comme ça. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant, et puis savoir surfer aussi sur les tendances. On parlait de l'IA tout à l'heure, ça c'est quelque chose aussi c'est ça qui est intéressant dans ce métier-là, c'est qu'il y a la technologie qui vient impacter. Donc, tous ceux, et j'en connais, hein, qui n'arrivent pas à s'adapter à ce qui arrive, on les voit plus, quoi, au bout d'un moment. C'est quoi c'est vraiment génial de discuter avec toi, parce que c'est vrai que tu as vraiment toute cette... tu as tout vécu, ces étapes-là dans le... Enfin, tu as tout vu, on va dire, l'évolution du marché, des métiers, de ce qui se fait, etc. Aujourd'hui, si on doit s'arrêter sur la période de maintenant... c'est quoi le marché, c'est quoi la tendance, qu'est-ce qui marche un petit peu mieux, ou du moins ceux qui réussissent le mieux, qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils font de différent des autres? Tu sais, quand la comparaison, quand tu poses cette même question à Jeff Bezos, il te répond. Ouais. Il te répond. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui ne change pas. J'ai envie de te répondre ça d'abord. Bah ouais. Mais ce qui ne change pas et le pattern que je vois, parce que officiellement, on accompagne depuis 2016. Mais avant, en fait, moi, cette industrie-là, je la connais depuis 2008. Donc, j'ai déjà eu ces échanges-là. C'est la communauté. C'est-à-dire que sa capacité à fédérer une communauté autour de soi, que ce soit vers les réseaux sociaux, etc., c'est un peu la garantie que et d'être toujours présent dans ta communauté. Parce que moi, j'ai fait l'erreur d'ailleurs d'avoir une communauté, de l'avoir un peu délaissée pour d'autres projets, et de voir en fait l'impact directement sur la boîte pour y revenir et revenir plus fort. Et en fait, la communauté, c'est comme ses fans, c'est comme son audience. C'est quand tu la sers et que tu es toujours utile pour cette communauté-là, que tu évolues aussi avec elle, en fait, peu importe d'une certaine manière les produits que tu vas pouvoir vendre ou les services que tu vas pouvoir vendre, dans mon esprit, mais je n'ai pas les chiffres en tête, tu as un x10 en termes d'impact, de conversion sur les ventes, etc. Et donc ça, c'est pour moi beaucoup plus dur. Tu peux rentrer sur un marché en faisant que de l'acquisition, tu as des très très bons marketing sales, c'est très bien, mais sur la durée, il faut savoir créer, générer, faire grossir sa communauté jusqu'à un certain stade où elle ne peut plus grandir, mais d'être toujours là, présente pour elle. Et ça, pour moi, c'est le truc qui ne change pas. Et moi, je le vois quand on a des membres qui viennent dans le mastermind, entre ceux, vraiment les deux mêmes profils, enfin deux profils similaires, avec la communauté sans la communauté. J'ai vraiment le sentiment, et je vais juste appuyer ce que tu dis, en fait, mes observations, elles me disent aussi que entrepreneur, communauté, un très très bon entrepreneur, pas de communauté, ça fera un business. Ouais. Un mauvais entrepreneur, une très très grosse communauté, ça fera un gros business. Okay. Et un très bon entrepreneur, une très très grosse communauté, ça fera un truc, un extra business. Ultimate. Un maxi business. Okay. Non mais, est-ce que tu rejoins là-dessus? Ah, je te rejoins à fond, ouais. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu vois qui sont importants et qui sont importants encore plus aujourd'hui? Donc là, tu as parlé de la communauté, tu dis c'est un truc qui ne change pas et aujourd'hui, il faut s'appuyer là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui marchent bien en ce moment et qui sont importantes en fait dans l'industrie? Ouais, après, c'est des techniques, on va dire plus marketing, sales. C'est-à-dire que, et ça, je vais emprunter à Squeezie. Je ne sais pas si tu as vu le reportage, je ne sais plus sur quelle plateforme c'était, si c'était Prime Video ou si c'était Netflix. C'est que chez les youtubeurs notamment, en fait, qui ont aussi des grosses communautés, leur principale crainte ou peur, c'est de ne plus être dans le cœur des gens, ni dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, ils innovent tout le temps sur les formats, ils sont toujours proches de leur communauté, donc dans le cœur des gens, c'est proche de la communauté, et dans l'air du temps, c'est-à-dire t'as beau avoir une expertise, en tout cas pour notre industrie, c'est comment tu restes, en fait, tu ne deviens pas has-been. Moi, c'est un petit peu aussi ma question, c'est comment ça va faire longtemps que je suis dedans, et tu vois, on a 10 ans de différence, nous, c'est comment je reste pas campé sur une position d'il y a 10 ans, et comment je reste dans l'air du temps. Et l'air du temps, c'est quoi? C'est comment on va communiquer, marketingment parlant, sur les réseaux sociaux, etc. Faut s'adapter, les codes, sur TikTok, sur Insta, etc., sur Telegram, en fonction de ce qui se passe. Donc ça, il faut avoir la volonté ou dans tous les cas l'envie de s'adapter. Puis ça peut être l'entrepreneur ou ça peut être son équipe. Il faut avoir au moins les systèmes pour le faire. Et puis aussi pareil sur les offres. Tu as des offres qui sont beaucoup plus... tu vois, alors, je ne sais pas si on va parler de Mastermind, mais à l'époque, nous, quand on a lancé ça en 2016, il y avait très très peu. Et là, toujours très très peu. Toujours très très peu, mais tu sens quand même que... parce que ça vient notamment nourrir un besoin qui est celui de se retrouver entre pairs, parce que quand on est dans nos métiers, on est relativement seul, on en voit quand même beaucoup plus.
Et je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire de faire des offres dans l'air du temps, c'est d'être à l'écoute de son marché. Le marché change toujours parce que le marché il est influencé par son environnement. Et moi, je sais que je suis très sensible en tant que fondateur d'être toujours connecté, soit à travers mon équipe aux clients, soit même juste globalement, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est quoi les tendances, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Tu parles d'environnement, on va parler de mastermind après, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi ce format mastermind, d'ailleurs c'est un format que je pense qu'il ne parle pas à beaucoup de monde en réalité. Ouais. Donc c'est pour ça que ça va être cool d'en parler, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi en fait, déjà aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais de pourquoi aussi c'est un type d'offre d'avenir et pourquoi les gens en ont besoin, tu vois. Et moi, mon observation, et je vais te dire un truc, tu me diras si tu es d'accord avec, et puis je serais chaud qu'on en discute, mais pour moi, jusqu'alors, on vendait de l'information. Donc avant, on disait, on vend des PDF, ça marchait. Ouais. Ensuite, on s'est dit, les PDF, c'est pas suffisant, on va vendre des vidéos, ça marchait. Après, on s'est dit, les vidéos, c'est pas suffisant, il va falloir créer un curriculum, c'est-à-dire avec du coaching. Alors déjà des vidéos qui se suivent dans un sens logique pour faire une formation. Une pédagogie. Après, on s'est dit, c'est pas suffisant, on va rajouter un peu de coaching, soit en remplacement, soit en plus. Mm-hmm. Après, on s'est dit, on va peut-être rajouter des communautés parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont aussi besoin de s'entourer, etc., etc. Et là, on arrive à un point où on se dit, OK, il y a peut-être besoin d'encore un peu plus que ça parce que l'environnement change. On a aussi compris que vendre des PDF, ça ne changeait pas la vie des gens. Enfin, peut-être qu'il y a des PDF qui ont changé la vie de certaines personnes. J'adorerais les voir. J'en ai jamais eu, moi, perso, peut-être toi, oui. Mais j'ai l'impression qu'on évolue, que les gens demandent aussi de nouvelles choses, de nouvelles façons d'être accompagnés, peut-être basées sur d'autres choses, peut-être plus humains, etc. Et que naturellement, en fait, on va arriver à un jour où le mastermind sera un format genre standard. Je ne sais pas. J'ouvre le sujet. J'ouvre le débat. Sur quoi ? Sur l'évolution ? Ça, et peut-être aussi décrire aussi en quelques secondes qu'est-ce que c'est qu'un mastermind. On peut commencer par ça, si tu veux. Ouais. Un mastermind, ça va être un groupe de personnes. Alors, quand je dis personnes, on le retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat. Donc, un groupe d'entrepreneurs qui vont, idéalement, et nous, on fait très attention à ça, partager les mêmes valeurs, puisque ça va être un environnement qui soit en ligne ou en présentiel. Le présentiel, nous, on ne jure que par ça. Donc, partager les mêmes valeurs pour offrir un environnement où on va pouvoir partager à la fois ses réussites, à la fois ses challenges, et aussi qui nourrissent chacun d'entre eux un objectif commun de croissance, que ce soit de croissance financière, mais aussi une croissance alors on parle beaucoup de liberté, de pouvoir travailler et prendre plaisir à travailler. Et ça, c'est vraiment l'essence même d'un mastermind, c'est juste quand on décide d'en rejoindre un, c'est de se mettre dans un environnement de croissance, tout simplement. Et en tant qu'être humain, on a beau avoir notre génétique, on a beau on vient, et on a parlé justement de l'enfance, avec notre package de croyances, de mindset, et la meilleure façon pour changer, c'est de se mettre dans un environnement qui est porteur par rapport à nos objectifs que l'on a. Et le mastermind, c'est quand on choisit en fonction de ses objectifs, parfait. Donc là, je parle de mastermind d'entrepreneur, mais j'ai pu avoir fait, moi, notamment que je voulais améliorer ma santé, aller dans un groupe justement de mecs, et tu les connais bien, c'est Alpha Body, qui a des super valeurs, et avec qui j'ai vraiment appris à prendre soin, du fitness, mon corps, l'alimentation, que je ne connaissais pas. Et ça m'a vachement aidé à une période de ma vie. Ouais, le mastermind, c'est pour moi... Alors, ce que je trouvais hyper intéressant là-dedans, c'est qu'à la fois, c'est un endroit où tu apprends, c'est un endroit aussi, s'il est structuré, où tu es coaché, c'est un endroit où tu à la fois, as des gens qui sont plus avancés que toi, donc tu apprends. Tu as des gens qui sont au même niveau que toi, avec le même objectif, donc tu te tires la bourre, hyper intéressant. Et des gens qui sont moins avancés, avec qui tu vas pouvoir partager ton expérience, ton expertise, et du coup structurer ces fondamentaux qui, derrière, vont me permettre de bâtir encore plus de connaissances, encore plus de choses. C'est assez marrant parce que quand on parle de mastermind, beaucoup de personnes pensent que c'est nouveau. Enfin, t'as vu, on dit, ouais, ça va arriver vers le mastermind. Et quand on le dit comme ça, on pourrait se dire, ouais, c'est un format qui naît un peu avec l'évolution. Et c'est complètement faux. Je sais que tu lis beaucoup. Oui. Napoleon Hill, je pense que tu as lu des livres ou pas. Ouais. Il a un bouquin, alors je ne sais plus si c'est Plus malin que le diable ou l'autre de ses bouquins, et j'ai bouffé son nom. Un truc pour devenir riche. Réfléchissez, non, c'est pas dire réfléchissez, c'est un truc dans le style. Ouais. Et en fait, dans ce Napoleon Hill, ça a été un des premiers écrivains qui a commencé à parler de réussite, de succès, notamment entrepreneurial. Ouais. Et ce qu'il faisait à l'époque, donc c'était aux États-Unis, il allait à la rencontre des meilleurs entrepreneurs de la planète. Mm-hmm. À l'époque, on parle de Ford, Carnegie. À l'époque, aux États-Unis, c'est des grosses fortunes, c'est des gros entrepreneurs qui sont admirables. Et en fait, il liste les choses que font ces entrepreneurs-là. Mm. Et dans cette liste, il y a intégrer un mastermind.
Et c'est dit comme ça, c'est un mastermind. Et c'est vraiment un des critères de succès. Et là, on parle de 1800, 1900, 1900, tout début. Exactement. Donc, c'est pas nouveau. Non. Depuis longtemps, les entrepreneurs qui veulent réussir s'entourent de personnes du même niveau et plus avancées ou légèrement en dessous et discutent ensemble pour obtenir des résultats qui sont incroyables et viennent démultiplier en fait leur puissance comme ça. Oui. Et je trouve que c'est important juste de le comprendre en fait, que c'est important. Et là, on parle d'une époque où d'ailleurs ils s'appelaient les vagabonds. Les 4 mousquetaires, les vagabonds. Les vagabonds. Non mais c'était Firestone effectivement, Edison, Ford, etc. Ouais. Et en fait, ils n'étaient pas meilleurs l'un que l'autre, c'est juste qu'il y avait une expertise. Il y avait aussi un financier dont j'ai oublié le nom, qui se nourrissaient les uns les autres. Et puis avant les masterminds, en fait, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'était une histoire de famille. Donc, des enfants qui grandissaient dans une famille entrepreneuriale se nourrissaient finalement de la famille, etc., pour leur boîte. Et là, c'est vrai que l'entrepreneuriat s'est vraiment démocratisé. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas d'une famille entrepreneuriale du tout. Et donc, en fait, j'ai pas eu un environnement jusqu'à mes 18 ans où j'ai pris les automatismes et les croyances qui me permettaient de créer une boîte. Et il y a énormément de gens qui sont dans le même stade et qui ont besoin finalement d'avoir cette famille qui n'est pas une famille, on va dire, génétique, mais qui est une famille d'entrepreneurs, d'où le mastermind, pour grandir ensemble et évoluer. Il y a différents types de mastermind aussi. Un mastermind, ça peut être simplement, enfin tu vas me le dire, parce que c'est un sujet que tu connais par cœur, mais moi, comme je le vois, c'est qu'on peut trouver des gens qui nous ressemblent et se dire, bah allez, on se fait une réunion tous les mois ou toutes les semaines ou trucs. Il y a des masterminds qui sont payants, il y a des masterminds qui sont hybrides. Comment ça se passe aujourd'hui si demain je suis entrepreneur et je me dis, ok, je veux avoir une nouvelle famille d'entrepreneurs? Les solutions, c'est soit tu la crées. Moi, en vrai, je l'ai créé avant même de 2016. J'organisais sur Paris des déj, des dîners avec 3-4 personnes, des gens avec qui je suis toujours en contact maintenant, juste parce que j'avais ce besoin viscéral d'effervescence intellectuelle. C'était plus ça. Et puis après, à un moment donné, je me suis rendu compte de la valeur que tout le monde apportait, que de la valeur que tout le monde recevait, et j'ai décidé de le professionnaliser, parce que c'est pareil, un mastermind, c'est pas qu'une question d'être tous les 4 autour d'une table, là, ça serait cool. C'est d'avoir une récurrence dans le fait de se voir, parce que nous, on se connaît depuis, je sais pas, 5-6 ans. Ouais, 6 ans. C'est 2019, on se connaît. Et tu vois, on se connaît, et en même temps, on a encore tellement à apprendre l'un de l'autre, mais le jour où moi, je viens de voir avec un sujet, ou toi, tu viens de voir avec un sujet, on va pas perdre tout ce temps de découvert, etc. On se connaît, on connaît son mindset. On a aussi du respect l'un pour l'autre. Et donc, le conseil que tu vas me donner, ou moi, le conseil que je vais te donner, tu as la preuve. C'est que le truc que je t'ai dit il y a 2 jours, tu as changé ta tagline. Et je pense que, en fait, le messager, c'est aussi hyper important. Et ça aide à changer. Et donc, les masterminds, on peut c'est ce que j'aime dans le côté professionnel, c'est que tout est cadré. Tu arrives, tu poses tes valises, tu es sûr d'avoir un groupe qui a été sélectionné de par les valeurs, de par l'ambition. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait plein de masterminds différents. En fonction, souvent, c'est le fondateur du mastermind qui va amener ses valeurs. Tu vois, nous, on est très structure. On est autant énergie masculine que féminine. On est croissance et liberté. Et puis, dans d'autres, ça va être, par exemple, des cercles de femmes très cocons, etc. Et je crois qu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est aussi intéressant de se dire, en fonction de mes objectifs, quel est le meilleur mastermind pour moi. Toi, de ton côté, tu as été voir aux US, parce que tu avais vraiment une envie, tu vois, marketing, sales, international, etc. Et c'est en fonction du... Je pense que tout le monde doit être dans un mastermind. Moi, j'ai la chance, c'est-à-dire on en a 2 chez Squared. Je suis nourri par les gens du groupe. J'ai aussi mes groupes à côté. Mais surtout, je pense que tout le monde doit faire partie d'un tel groupe, mais peut changer en fonction de ses besoins, en fait. Et de la période. Et de la période de sa vie aussi, ouais, exactement. Qu'est-ce que ça te procure, toi? Comment tu te sens? Je te prends un exemple. Donc, toi, juste pour redonner aussi un peu de contexte, toi, aujourd'hui, ton activité donc chez Squared, c'est la mise ensemble, je ne sais pas comment tu le dis et le décris, mais c'est réunir des entrepreneurs pour qu'ensemble créer justement ces échanges, ces interactions et cette croissance commune. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça te fait. C'est-à-dire, tu termines une rencontre, tu as vu qu'il y a eu des prises de conscience de dingue. Tu vois qu'il y a des gens qui repartent avec une énergie qu'ils n'avaient plus. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a explosé depuis la dernière rencontre. Plus que qu'est-ce que ça te fait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Déjà, ça me donne un max d'énergie, quoi. Ça, c'est parce que des rencontres, depuis 2016, on en a fait, ça se compte en centaines, de 2-3 jours. C'est pour ça aussi qu'on est reconnu pour notre façon d'organiser ça. Mais à chaque fois, j'y vais avec la même envie déjà de partager tout ce qu'on a préparé pour faire vivre une expérience. Moi, ce que j'adore, c'est faire vivre des expériences au-delà
de faire grandir. Ce que j'adore, c'est de connecter les gens entre eux. Et tu vois, les relations que tu as pu avoir, notamment le 67 ou 78, c'est des relations à vie, en fait, hein, tu vois. Que tu sois encore dans le mastermind ou plus dans le mastermind. Et moi, je suis très fier de ça depuis 2016, de me dire, en fait, il y a des couples qui sont formés, il y a des enfants qui sont nés, de gens qui sont rencontrés dans les masterminds. Quand on a les mêmes valeurs, généralement, on a des atomes crochus. Et ça, je suis très fier de ça. Et chez moi, en tout cas, personnellement, comme ma valeur la plus haute, c'est l'apprentissage. Je rentre dans un univers où je sais que je vais apprendre, et c'est un truc de dingue, c'est que j'apprends toujours. C'est comme c'est Bruce Lee qui disait il faut se méfier du gars qui bosse une fois 1000 coups, non, un coup 1000 fois, et plutôt que l'inverse. En fait, des fois je reviens sur des fondamentaux qui me font prendre en fait des consciences de choses que je vais pouvoir repartager, que je vais pouvoir réexpliquer. Donc moi j'adore me mettre dans des environnements déjà où on bouffe bien, on mange bien, dans des beaux endroits. Ça, c'est le cas, en tout cas chez nous, avec des gens remarquables et avec qui on va avoir des discussions juste incroyables. Est-ce que tu as des anecdotes à partager? Plein, là, du coup. Des trucs... allez, je vais te guider vu que tu en as plein. Partage-moi une anecdote, je sais pas, un truc... le plus fou qui t'est arrivé sur une rencontre ou sur une année de mastermind. Ce qui est assez marrant, c'est que généralement, c'est de l'empreinte émotionnelle que tu vas avoir qui va te faire émerger le souvenir le plus fou. Alors, le souvenir le plus fou, il n'est pas glorieux. Enfin, c'est pas glorieux, c'est que on a eu un incendie là où on était en rencontre qu'on a dû gérer. Et c'était une rencontre qui, au final, a soudé tellement le groupe. C'était assez incroyable, mais qui me laisse quand même avec une cicatrice de... Ça aurait pu mal tourner, cet incendie-là. Et maintenant, on prend les précautions pour tout ça. Mais sinon, je sais pas, le souvenir le plus fou, et c'est encore une fois une anecdote, et ça reste une anecdote humaine, c'est juste d'avoir appris il y a un an la naissance d'un petit gars, de 2 membres qui étaient là avec nous en 2017, qui se sont rencontrés dans le mastermind, à qui j'ai toujours gardé contact, et qui envoient une petite photo faire part en disant voilà, c'est un petit bébé M67, quoi. Je sais pas, je trouve ça cool. Je me dis que rien que ça... c'est top. Et puis je vais aller à l'opposé. Est-ce que tu as des souvenirs de choses? Je vais même prendre peut-être dans les masterminds ou peut-être avant. Est-ce qu'il y a eu des périodes qui ont été plus dures pour toi? Des événements qui étaient plus... Avant le mastermind? Pendant le mastermind, avant, que ce soit l'époque beatbox, que ce soit l'époque maintenant. Est-ce que tu as des souvenirs de ton expérience entrepreneuriale qui sont justement un petit peu moins cool à partager? Ouais, j'en ai une qui est moins cool, et je pense que c'est intéressant quand même de la partager, parce que c'est devenu une des valeurs cœur de la boîte et une façon de fonctionner pour laquelle on est reconnu. C'est-à-dire que la toute première rencontre mastermind du M67, c'était en octobre 2017. Et moi, j'avais cette envie de créer ça, mais je ne savais pas du tout comment créer ça. C'est-à-dire, mastermind, même aux US, je ne sais pas s'il y en avait ou pas, je n'avais jamais participé à ça. Et donc, je me suis dit, on va louer un truc. Enfin, même pas, j'avais ça dans mon coworking à Paris. Je sais pas, on devait être une dizaine. Et puis, je les ai emmenés au resto à côté, mais c'était pas ouf et tout. Et pourtant, c'est un produit haut de gamme, le mastermind, où les gens s'attendent quand même à avoir, au-delà de la qualité des gens qui sont là, un service. Et donc, il y a 2 membres qui ont eu de la gentillesse avec beaucoup de bienveillance de me dire c'était pas au niveau, là. C'était pas du tout au niveau. Et en fait, c'était pour moi un fer rouge. J'étais marqué au mode c'est vrai ce qui se passe là. Et donc, comme dans les masterminds, on a des rencontres tous les trimestres. Le trimestre suivant, donc on était à Paris, on se voyait 3 mois après, en janvier, à Lyon. Je me suis dit, je vais les allumer. Et donc, ça a été le premier souvenir qui a commencé à initier chez nous, donc c'est une valeur cœur, la culture du feedback. Aujourd'hui, chez Squared, on a une culture de feedback sur tout ce que l'on fait. La culture du feedback, c'est simplement de se dire, on vient de faire quelque chose, donc un événement, qu'est-ce qui a fonctionné? On le note, parce que pour la prochaine fois, on n'a pas envie de l'oublier. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et et ça j'adore cette question-là, si on devait recommencer cette expérience de zéro, on aurait pu faire différemment. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Et donc là, ça donne une espèce de backlog d'idées que tu vas pouvoir implémenter à la prochaine. Et donc la rencontre suivante, il y a eu des nouveautés qui ont été testées, mises en place, les diplômes que tu connais, le branding, etc. Sentiment d'appartenance à quelque chose de plus luxe, de plus haut de gamme. Et là, les membres m'avaient remercié à l'époque. Même peut-être on a fait un peu trop, ils m'ont dit. Mais bon, c'est le curseur à droite, à gauche. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire un jour. Mais tu vois, c'est un enseignement. Et moi, c'est vraiment l'enseignement aussi. C'est soit dans l'entrepreneuriat, on gagne, soit on apprend. Et je sais que ça, c'est un des mindsets qui est clé chez nous et qu'on enseigne. Parce qu'on peut voir souvent, OK, j'ai gagné, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, c'est cool.
j'ai perdu, j'ai pas fait autant que je pensais. Mais enfin, c'est qu'est-ce que tu as appris aussi de cette expérience? Parce que c'est ça qui fait grandir, c'est ça qui te permet d'avancer. Donc, c'est une expérience que j'aime bien raconter avec... du coup, il y a quand même de l'eau qui est passée sous les ponts, mais je sais que ça a forgé le fait qu'on soit hyper quali dans ce que l'on fait et toujours perpétuellement, encore aujourd'hui, dans une démarche de feedback et d'amélioration continue. Et donc de demander l'avis aux gens qui sont passés chez nous, d'une manière ou d'une autre, peu importe ce qu'on fait, et de progresser que ça. Ouais. Comment tu vois la suite pour vous, notamment chez Squared, dans cette industrie aussi? On parlait du aujourd'hui, l'infoprenariat et les métiers, entre guillemets, le en ligne, les coachs en ligne, les consultants, c'est quelque chose qui se développe énormément. Je vais les poser les unes après les autres. C'est quoi l'avenir de ces métiers-là? Comment est-ce que tu vois les 10 prochaines années et les tendances sur ces métiers en ligne? Sur ces métiers en ligne. Et après, je te poserai cette question, comme ça je te la donne. Ouais. C'est comment vous allez... C'est quoi le plan pour vous et Squared? Moi, je pense qu'il y aura toujours des opportunités à prendre, de base. C'est-à-dire que, tu vois, notamment dans le Mastermind 78, on a 2 femmes qui sont relativement jeunes, qui cartonnent tout, mais parce qu'elles sont... déjà, elles sont top entrepreneurs, et en plus, elles se sont positionnées dans l'air du temps. C'est-à-dire dans les codes réseaux sociaux, etc., avec la bonne offre qu'il faut, le bon système de vente et tout. Donc, elles cartonnent tout. Donc, et il y a encore 2 ans, 3 ans, elles étaient inconnues. Donc ça, c'est une première chose. Donc, il y a toujours de la place dessus. Donc, je pense que ceux qui vont toujours rester, et ceux qui sont déjà là depuis maintenant 14 ou 15 ans, c'est ceux qui ont réussi à s'adapter. Ceux qui sont plus là, c'est ceux qui... c'est un peu comme les dinosaures, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, je sais pas trop, parce que j'aimerais bien creuser sur... Tu vois, c'est une industrie qui a, on va dire, 15 ans, allez. C'est dans n'importe quelle industrie qui naît, c'est comment ça se structure, comment ça avance. Bon, moi, ce que j'ai entendu parler, mais je ne suis pas assez spécialiste du domaine, c'est qu'une industrie, à un moment donné, il y a des conglomérats qui se font. C'est-à-dire, peut-être qu'on pourrait imaginer, bon, nous, on est des acteurs de là depuis très longtemps, mais peut-être qu'on pourrait, avec quelqu'un aussi, un gros acteur, fusionner, tu vois. Tu as des trucs d'acquisition, de fusion. On commence à peine à voir, là, des rachats de boîtes dans notre industrie, qui est de base très compliquée, puisqu'elle est incarnée par un fondateur, et la valeur de la boîte, si on ne fait pas le travail de dépersonnifier avec une marque à côté, tu vois, c'est pour ça qu'au départ, il y avait Romain Collignon, Squared a été aussi lancé. L'idée, c'est aussi juste de valoriser cette boîte-là. Ça, c'est des questions que je me pose, et on fait les choses on verra ce qui se passe dans les années à venir. Donc, de créer des groupes, de créer aussi différentes boîtes. Donc là, on parle de Squared, et on a aussi lancé Fractional, qui est une autre boîte, mais on ne fait pas du mastermind, où on place des directeurs des opérations à temps partagé, pour nourrir le même besoin, enfin, un besoin différent, mais sur la même audience. Donc, c'est 2 sociétés différentes. Il y a ces choses-là, donc d'être dans l'air du temps, savoir innover. Je ne sais pas, est-ce que toi, moi, j'aimerais aussi te poser la question, parce que tu as le pouls, et tu as le doigt sur le pouls du marché. Moi, mon sentiment, c'est que la concurrence, elle va redoubler. Mais quand je dis redoubler, c'est-à-dire que non seulement il va y avoir de plus en plus de monde qui se lance de zéro sur ces opportunités, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui vont voir ce qui se passe, qui sont déjà extrêmement performants dans d'autres industries, et qui vont voir l'opportunité qu'il y a. C'est déjà le cas. Voilà. Ouais. Je te prends quelques exemples. Tu as plein de grosses boîtes francophones et internationales, style, tu vois, par exemple, demain, Apple qui va lancer ses programmes de formation ou des choses comme ça. Tu vas avoir des grosses boîtes qui se disent « Ah bah tiens, mais tiens, il y a un truc là qui fait 100%, qui peut faire 100% de marge, alors que nous, on fait 5%. Tiens, pourquoi on n'irait pas explorer ?» Et moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des nouveaux qui se lancent, très bien, mais il va y avoir aussi des gens qui sont très, 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 très forts, qui vont arriver et qui vont élever, les budgets, les ressources. Et qui ont les budgets, les ressources, etc., et qui sont bien câblés, et qui vont venir, non pas bouffer le marché, mais juste l'aider à être encore plus puissant et qu'il y ait beaucoup plus de place. Donc, je pense qu'il faut être dans l'air du temps, et tu l'as très bien dit. Je pense qu'il faut être dans l'air du temps sur nos offres, etc., mais aussi sur les stratégies qu'on utilise, parce qu'elles évoluent, et les gens ne sont plus... C'est cyclique. Les gens ne réagissent pas de la même manière à ce qu'ils réagissaient avant. Aujourd'hui, tu fais des pages de vente de 15 km de long, ça ne marche plus forcément sur la grande majorité des gens, ce qui était le cas il y a 5 ans. Peut-être que ça reviendra. En fait, je pense que ça dépend des marchés, par contre. Mais peut-être que ça reviendra, ça dépend aussi des marchés, ça dépend de ton audience, ça dépend de choses, mais il y a plein de trucs où tu te dis, ça a marché fort, c'est peut-être un petit peu parti, mais peut-être que ça reviendra. Ça peut revenir. Voilà. Et moi, je vois ça. Donc, je vois vraiment vraiment une professionnalisation. C'est ton cœur de métier de l'industrie, et que ceux qui ne se professionnaliseront pas, en plus de s'adapter, sont morts d'avance. Je pense aussi qu'il va falloir être de plus en plus fort en marketing. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il va falloir vraiment maîtriser
le marketing. Il ne faut pas croire que le marketing, c'est je copie quelqu'un et je fais pareil. Non, non. Tu dois comprendre pourquoi tu fais les choses de telle manière pour pouvoir évoluer et t'adapter. Parce que si tu copies quelqu'un pour lancer une activité, tu ne pourras jamais être réadapté. Parce que tu vas devoir recopier quelqu'un d'autre pour essayer de... Mais ça se trouve, tu es en train de copier un truc qui a été mis en place il y a 4 ans en arrière. Donc, tu as pris 8 ans de retard sur la personne parce qu'elle est déjà en train de faire un truc. Donc, juste de comprendre la psychologie humaine, comprendre la psychologie du marketing et de pourquoi quelqu'un te passe de « je te découvre » à « j'achète ». Je rachète encore. Et je rachète encore. Et je pense que si on comprend déjà ça, on a un gilet pare-balles quand même. Non, mais c'est sûr. Et c'est quelque chose sur lequel tu es très, très bon. J'essaye. Mais je suis passionné par ça. Mais voilà, c'est ça. Tu vois. Et c'est bien que tu parles de passion parce que je ne sais pas si ta question, je peux aussi le voir sous le filtre de comment on fait pour perdurer et rester. C'est que ce que je vois, c'est que la passion de l'entrepreneur pour son marché, c'est clé. Hein. J'ai vu des très très beaux business. Puis à un moment donné, du coup, l'entrepreneur se lasse du truc. Et c'est normal parce qu'on évolue tous. Si on n'a pas structuré avec les bonnes équipes pour toujours maintenir le business initial, on va vers une autre opportunité. Au final, on ne construit jamais rien. Alors certes, on peut construire des machines à cash pendant un temps, mais à la fin, en fait, faut se dire aussi que si on veut valoriser tout le travail qu'on a pu avoir en tant qu'entrepreneur, dans un cas de revente ou dans un cas de... c'est important de garder ce fil rouge et cette passion. Et moi, j'ai eu un flash, et je vais te le partager. On a eu comme invité là, dans le Mastermind 67 d'honneur Fabien Olicard, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui m'a mindfucké, si on peut en parler, sur la façon dont il pilotait toutes ses activités. Moi, je suis très vision, c'est-à-dire que pour pouvoir... emmener la boîte, je suis très cap, on a vision à 3 ans, 25 ans, je me rends compte que il y a très gens qui arrivent à voir aussi loin que moi dans le temps pour justement guider l'entreprise. Et lui, en fait, la vision, pourtant, vu ce qu'il fait, c'est ouf, pas du tout, quoi. Et je fais, ok, bon, intéressant, c'est quoi le truc? Et lui, il a un concept qui, du coup, maintenant, je suis très ouvert à ça, qui s'appelle le concept de la boussole. C'est-à-dire qu'il se rend compte que toutes ces expériences et ces entrepreneuriats et les opportunités qu'il saisit ou non sont liées à sa propre boussole. Sa boussole, c'est quoi? Ce sont 2 mots qu'il a découverts au fur et à mesure de ses expériences, c'est liberté et autonomie. Donc en fait, Fabien, lorsque un projet ne va pas nourrir plus de liberté chez lui ou plus d'autonomie chez lui, c'est non. Et toi, il a refusé des trucs à la télé, machin. Et en fait, c'est marrant aussi de se dire, je peux piloter ma vie ou ma carrière entrepreneuriale juste avec sa propre boussole. Et ça, donc, c'est plus un travail d'introspection, de se dire, OK, c'est quoi mes valeurs hautes, c'est quoi mes forces, c'est quoi... moi, je sais que toi, je pourrais piloter ça avec l'apprentissage et la connexion. Moi, je pense que c'est mes 2 mots, et connecter les gens entre eux et apprendre, tu vois, c'est ce que je fais avec les masterminds. Est-ce que ça va me permettre d'apprendre? Est-ce que ça va me permettre de connecter avec exactement, plus de... exactement. Et je trouvais ça hyper intéressant, déjà, pour durer, c'est juste d'être au courant de ça. Et je pense que ce travail-là, ça évolue, hein, sa boussole peut évoluer, sa vision peut évoluer, mais si on a ça entre les mains, déjà, et qu'on s'y fie, c'est top. Tu avais rebondi juste avant sur le mot passion, et tu disais que c'était une des caractéristiques qui te semblait être nécessaire. Je pense que tu es une des personnes qui a vu passer sur ces dernières années le plus d'entrepreneurs en ligne. Ouais, possible. Logiquement, on ne doit pas être trop loin de la vérité. Oui. Je pense que tu as tout croisé. Tu as dû croiser des gens qui avaient des superbes activités, d'autres pour qui c'était un petit peu plus difficile. Je serais curieux que tu partages. Est-ce que tu as remarqué alors on pourrait appeler ça patterns, mais des similitudes que partagent ces entrepreneurs en ligne qui ont peut-être les meilleurs résultats? Et quand je vais dire meilleurs résultats, je vais le mettre sous 2 spectres. Donc c'est bien sûr la croissance en termes de chiffres, parce que c'est un petit peu ça, comme ça qu'on se juge, mais également en termes de liberté aussi, parce que c'est aussi un des critères de succès chez vous. Est-ce qu'il y a des patterns ou des choses qu'on retrouve quand même souvent chez certaines personnes? Pattern, c'est vision long terme. C'est-à-dire, et on dit souvent, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, que des deadlines trop ambitieuses. Donc ce sont des gens qui ont de l'ambition, de croissance. À partir du moment où on se dit « Ah, c'est bon, tu vois, je lève le pied au machin », à un moment donné, on ne les revoit plus. Parce que finalement, le business, il évolue, ça change l'air du temps. C'est-à-dire qu'on reste sur ces fondamentaux qui doivent évoluer pour pouvoir rester dans l'air du temps. Donc ça, c'est une chose. Donc ambition, prendre le temps. Il y a aussi respect. Alors c'est respect de son écologie interne, de liberté, parce que on peut être très très bon entre 20 et 30, 30 et 40, et puis en fait, plus on avance dans le temps, moins on a l'énergie, il y a les enfants qui arrivent. Tu vois, il faut savoir piloter son business d'une manière complètement différente que ce qu'on a pu le faire avant, et souvent, je pense, on le fait de manière plus intelligente. Donc ça, donc respect de soi, et puis respect aussi des autres. C'est-à-dire que j'en ai vu qui ont fait des coups, et t'en as cité, qui étaient les stars du game pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'aujourd'hui on ne voit plus, parce qu'ils ont fait des
des coups de pute, en fait, que ce soit leurs partenaires, leurs clients, etc. Et donc, qui, certes, ont certainement généré beaucoup de cash, mais qui, aujourd'hui, n'avaient pas une vision long terme du truc. Donc, peut-être que les gens qui durent aussi, c'est des gens qui se disent, dans tous les cas, je fais du maximum que je peux, tu vois, avec une intention respectueuse de soi-même et puis des autres. Je pense que c'est vraiment un pattern. Comment tu fais pour durer? Parce que du coup, si je fais le compte sur les personnes que tu as citées, Ouais. que tu as connues en 2008, même si toi tu as démarré un petit peu plus tard, Ouais. sur ceux qui ont démarré à la même époque que toi, il n'en reste pas non plus des masses. Et je serais curieux de savoir où sont ceux qui ne sont plus là. Je sais pas. Moi, je Google. Mais toi, concrètement, Ouais. Comment tu fais pour durer? C'est quoi ta recette? Ma recette pour durer. Je pense qu'un des premiers, c'est que tu vois, la façon dont on vend, je pense pas qu'on est des très bons marketeurs, tu vois, comme toi tu peux l'être. On fait les choses, mais c'est le bouche à oreille. Pour avoir du bouche à oreille, Faut avoir un produit. on n'est pas parfait, mais c'est de faire en sorte que les gens soient heureux, qu'ils aient des résultats et qu'ils aient envie de recommander. Donc ça, c'est une première chose. C'est une bonne réputation aussi, une aura. Après, ce qui est sûr, c'est que en termes d'air du temps, du produit, retour client, feedback, en fait, ça, c'est vraiment intégré dans notre boîte. Donc, tu vois, les masterminds, ils évoluent tous les trimestres, notre façon de faire les choses. Mais des fois même 3 jours après, je me rappelle là, encore en avril, j'ai une discussion avec une des membres qui m'a dit votre nouveau format de cerveau collectif, tu vois, en ligne, je préfère ce qu'il y avait avant et tout. Et j'enquête, je fais, en fait, ouais, là, t'as raison, on a voulu changer pour... Et en fait, genre la semaine d'après, c'était revenu. Et elle m'envoie un petit message, je fais, non, vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Et je pense que c'est aussi cette habilité à se dire, ok, c'est le marché qui parle, c'est important. On tente des nouvelles choses, il y a des choses qui prennent, des choses qui prennent pas. Mais on a l'humilité de se dire, ok, on avait tort et on revient en arrière, quoi. Et si je te pose la question à titre personnel? Oui. Parce que là tu m'as répondu d'une manière de l'entreprise, Oui. donc on s'adapte, on évolue, on est à l'écoute, on se remet en question et surtout on rectifie vite. Ouais. Et toi je le fais à aussi... titre perso aussi. Hein. Ok. Ouais. Et toi à titre personnel, parce que c'est une entreprise. Oui. Il y a des hauts, Oui. il y a des bas, Oui. il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des victoires, il y a des défaites, mais on apprend, comme tu dis. Mais toi, comment est-ce que tu fais pour avoir toujours ce feu de dire, allez, ce feu ou pas, d'une fort ou un peu moins fort, mais comment tu es là encore, quoi? Qu'est-ce que tu mets des choses en place? Est-ce que tu as des routines? Comment tu te gères toi en perso? Quand je me gère moi en perso, là, j'ai l'impression de ne pas me gérer au top que j'ai pu le faire, par manque de ressources. Mais dans tous les cas, là, on va suivre vraiment ce côté, par exemple, apprentissage. Chez Squared, on arrive... Alors, ouais, c'est à titre perso. Mais en tout cas, dans mon impulsion de CEO visionnaire dedans, je vois toujours des opportunités de faire les choses mieux, d'apprendre. Voilà. Peut-être des enjeux maintenant, c'est qu'on a des groupes, une méthodologie, un savoir-faire à l'intérieur de nos masterminds qui serait qui est d'ailleurs d'une valeur incroyable pour d'autres entrepreneurs qui ont d'autres communautés. Donc tu vois, le prochain challenge, donc c'est ça aussi. Comment on fait pour toujours être là? C'est toujours d'avoir des challenges beaucoup plus gros. Donc ça, après, il y a une histoire de mindset et d'ambition, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, si on dit on est arrivé là et... Moi, c'est pour ça, toujours qu'on est arrivé là, j'ai envie d'aller là-bas pour juste, on va se planter, on va prendre des risques, etc. Mais dans tous les cas, on grandit, on évolue. Donc, tu vois, là, un des challenges sur lesquels on a vraiment envie de travailler, puis ça fait un paquet d'années que j'ai ça en tête, mais avoir des objectifs ambitieux, c'est bien, mais aussi, il y a le timing pour le faire. C'est de pouvoir proposer, nous, ce que l'on fait chez Squared pour d'autres communautés, que d'autres entrepreneurs, d'autres visionnaires puissent organiser leur mastermind avec notre savoir-faire. Bon, ça, c'est un métier qu'on ne connaît pas, c'est un métier de licence, c'est un métier de franchise, c'est un métier à qui j'ai discuté d'ailleurs avec un entrepreneur juste ce midi. Donc ça, c'est peut-être ce côté-là, nouveau challenge. Et à titre perso, ouais, mais même nouveau challenge, parce que tu vois, mon application chez Squared, on a réussi à structurer, à avoir des systèmes, des équipes dans lesquels je me dégage beaucoup de temps, qui m'a permis de monter une autre société, avec 2 autres associés. Donc là, je suis plus dans des problématiques, non plus de chef d'entreprise, mais plus de gestionnaire d'actifs, qui sont des entreprises. Donc, tu vois, recommencer une nouvelle entreprise, alors qu'ils partagent, on va dire, la même audience, les mêmes entrepreneurs, mais sur un modèle différent. C'est pas un modèle mastermind, c'est un modèle, on va dire, plus d'agence, d'ESN, où on va placer des gens. Mais la vitesse à laquelle tu vas, sur le premier business, je suis associé unique. Sur le deuxième business, on est 3 associés. Donc, comment gérer des dynamiques d'associés, c'est nouveau pour moi aussi. Et je pense qu'on s'en sort bien. Donc ça, c'est comme si tu...
C'est comme dans un jeu vidéo où tu arrives à un niveau, puis après tu passes au niveau suivant. Mais le niveau suivant, c'est pas x2, c'est x10, tu vois. Donc, mais c'est parce que tu as fait le premier niveau, tu as fait tes classes que tu peux passer au suivant. Donc toi, en fait, l'idée, c'est de te dire, je vais quand même chercher toujours le nouveau challenge d'après. Ouais, naturellement. Pour aller, naturellement. Et pour rester drivé par quelque chose, quoi. C'est super important. Mais ça vient nourrir, tu vois, cette boussole, comme dirait Fabien Olicard, qui est l'apprentissage et la connexion, quoi. Ouais. Si on a parlé de plein de sujets un peu différents, là... Imagine, j'aime bien poser cette question-là, mais imagine tu avais 3 minutes en te disant, c'est les 3 minutes pour clôturer l'épisode. Ouais. Et c'est les 3 dernières minutes où j'ai le droit de parler dans un micro et que quelqu'un et un entrepreneur puissent m'écouter. Un entrepreneur. Un entrepreneur qui a ses entrepreneurs en ligne, etc. Tu as tes 3 dernières minutes devant un micro et c'est les toutes dernières minutes de ta vie où tu pourras donner des conseils ou faire un partage à un entrepreneur qui t'écoute. Quel est ce partage que tu aimerais faire? C'est parti, ok. On va partir de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel à 1 million. Entre cette fourchette-là, il y a 3 étapes. Première étape qui est celle de croissance, faire du cash. Deuxième étape qui est de structurer, qui est la liberté. Troisième étape qui est de s'élever pour pouvoir monter d'autres boîtes, etc. Avant la première phase des 100 000, on doit avoir 5 fondamentaux, qui est un marché qui a un pain que l'on va résoudre, qui a de l'argent, tant qu'à faire, et qui est en masse. Il faut y avoir une offre irrésistible. Sinon, ça ne marchera pas sur ce marché. Il faut y avoir un système de conversion qui est hyper fonctionnel et d'avoir une source de trafic qui soit suffisamment conséquente pour que ça tourne et que ça te génère tes premiers 100 000. Et tant que tu n'as pas ces 4 trucs-là, tu peux passer 3 mois, 6 mois, 1 an, donc ça c'est le 5e élément, pour arriver à ce stade-là. Quand tu arrives à tes 100 000, en fait, tu n'es pas arrivé. C'est-à-dire que pour la deuxième phase, on va dire de 200 à 250 000, il va falloir que tu carbures en marketing et en sales. Et ça doit être ton unique focus. T'embête pas avec tous les objets brillants, parce qu'en fait, le cash, c'est de la ressource. En tant qu'entrepreneur, je sais pas combien de minutes on est, mais... T'inquiète pas, il te reste une 30. Ok. Ce que tu dois veiller, en fait, tout au long, c'est ta ressource. Ta ressource, c'est quoi? C'est ton temps, ton énergie, ton focus, ton argent. Le problème, c'est que le temps, il est limité. Le focus, c'est important de rester sur les trucs fondamentaux sur lesquels on va travailler pour ne pas le dilapider. Et plus tu vas te focuser à générer de l'argent, plus en fait tu vas t'offrir de la ressource sur laquelle finalement tu vas pouvoir mettre en place les autres choses qui vont te permettre de toi te libérer. Donc croissance, liberté, à un moment donné, c'est te dire ok, c'est bon, j'ai réglé le problème de cash, je sais en faire et je vais continuer à en faire pour récupérer de la ressource. Cette ressource, je vais la réinvestir pour structurer. Structurer, c'est dire quoi? C'est me libérer. Et quand on libère l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait? On le réinvestit dans des nouveaux projets de croissance. Donc, c'est un cercle hyper vertueux. Donc, quand on arrive sur le côté liberté, on va structurer. Structurer, c'est quoi? C'est mettre en place les systèmes, les process et les équipes qui vont permettre aussi aux visionnaires de ressortir de sa boîte et d'avoir ce qu'on pourrait appeler une entreprise, alors j'ai le terme en anglais, self-managing company. Donc, une entreprise autogérée. C'est peut-être pas le meilleur mot. Et à partir de là, c'est de se dire, ok, j'ai une entreprise qui est autogérée, je suis là, je suis impliqué, je suis dans ma zone de génie, je travaille bien. Se dire, ok, est-ce que j'ai envie d'aller à la next step? La next step, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai envie de monter d'autres boîtes? Est-ce que j'ai envie de créer un groupe? Est-ce que j'ai envie, du coup, que cette société que j'ai montée, je ne sois plus un chef d'entreprise où je suis comme un petit peu dans l'opération, mais plus comme un gestionnaire d'actifs, avec un mindset investisseur, de se dire, ok, cette boîte, j'ai un DG, je la fais tourner toute seule et je vais pouvoir monter d'autres projets à côté. Donc voilà, je parle en 3 minutes, tu vois, si j'avais un truc à dire, c'est juste ça, c'est une espèce de framework où évidemment, derrière, chaque élément, on peut faire un deep dive hyper important. Et peut-être pour conclure, c'est si on ne fait pas les choses au bon moment, en fait, c'est la pire des choses à faire, parce qu'on investit des ressources dans quelque chose qui ne fonctionne pas, et que vous pouvez me faire confiance, je dis ça face caméra, c'est que respecter ce framework-là, que ça puisse prendre 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est la meilleure façon pour être un entrepreneur à la fois qu'une entreprise qui soit hyper cash flow positif et en même temps qui apporte de la liberté à l'entrepreneur, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait l'entrepreneuriat, c'est pour être libre. Magnifique. Romain, sur des personnes qui écouteraient l'épisode et qui ne te suivent pas encore, qui ne savent pas où te trouver, où est-ce qu'ils peuvent venir voir ce que tu fais? Je pense qu'il y a deux choses. Si vous voulez voir ce qu'on fait chez Squared, notamment, c'est squared.eu, donc voir tout ce qu'on fait dans les masterminds. Puis après, à titre plus personnel, si vous voulez échanger avec moi, c'est sur Instagram. Je réponds aux messages, donc Romain Collignon. Voilà, aussi simple que ça. Parfait. Merci pour déjà être venu, avoir traversé tout Paris pour venir ici. Je t'ai peut-être même mis en retard là. Non, pas du tout. Merci vraiment pour être venu. Merci pour avoir partagé aussi.
Ouais. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir partager avec toi sur tous ces trucs qui s'est passé dans le passé, les différentes étapes, le marché aujourd'hui et l'avenir. Et je serais curieux de te réavoir peut-être dans quelques mois, peut-être quelques années pour suivre un petit peu tout ça. C'est parti. Merci encore d'être venu, Romain. Merci à toi, Lan.